Aujourd'hui. Thématique du jour, le clienteling, le sujet clienteling. Donc, je suis présent avec Mailing. Alors, je suis censé me présenter en premier, mais ce serait très, très, très mal poli de le faire. Je vais essayer de présenter Mailing d'abord. Qui es-tu? Alors, je suis donc Mailing Fournier. Je travaille pour une solution américaine, solution SaaS de clienteling digital. Donc, je m'occupe de la zone Europe pour cette entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je me présente, je suis Walter Oza, je suis coach et formateur commercial et je suis très tourné vers le côté expérience client, clienteling dans la majorité des formations que je transmets. Donc, c'est aussi aujourd'hui pour ça que j'anime ce webinaire en faisant intervenir Mailing. Et je vous remercie à tous d'être présents. On va attaquer. Alors, la première question, elle est pour vous, les personnes qui sont ici, que ce soit Cécile, Margot, Lebon et Jonathan. Qu'est-ce que le clienteling pour vous? Si vous voulez vous nous donner une réponse sur le chat, qu'on puisse aussi avoir vos avis. En quoi c'est important et qu'est-ce que c'est pour vous? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein. Chacun a le droit, bien évidemment, d'avoir son avis, sa vision de la chose. Alors, mailing, en tant que personne humaine, tout simplement, non pas en tant que salarié, bien sûr. C'est quoi le clienteling pour toi? Pour moi, le clienteling, c'est établir la relation avec son client, le connaître très bien. Et en fait, c'est un métier qui s'applique à tous les domaines. Ça peut être voilà, chez notre boucher, chez notre magasin préféré. C'est une activité qui permet d'être proche et vraiment de très, très bien connaître son client. Maîtriser ses goûts, ses choix, le reconnaître, voilà, avoir une relation de proximité, comme l'a dit Jonathan. Ok, merci Voilà. beaucoup. Ok, et alors, forcément, j'ai une question qui vient derrière, que je pense que tu t'y attends forcément à cette question, mais en quoi c'est important maintenant? Bah, c'est Pourquoi? important. Pourquoi c'est important? Euh, Parce que, alors moi je vais parler du métier du retail en tant que cliente, mais également en tant que professionnelle du clienteling, c'est de ramener du trafic en boutique. C'est de bien connaître son client, c'est de valoriser l'image de la marque et montrer au client qu'on s'intéresse à lui, que la marque soit pas oubliée et le client soit pas oublié. Donc voilà, aujourd'hui c'est primordial. Moi personnellement, en tant que cliente, c'est très important que la marque sache ce que j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté et m'invite à revenir parce qu'on a tellement de choix, tellement de diversité sur le marché que si on ne fait pas un effort, ben, on perd cette relation. Donc c'est absolument primordial aujourd'hui. Ok, ok, Mm. donc c'est toi, tu es axé sur, on est très proche des définitions en plus de Cécile et Jonathan, qui est Oui, la force de la relation client. absolument, absolument. Alors, Et, je n'avais pas prévu, mais je vais. Vas-y, vas-y. ouais. Non, ben en fait, voilà, l'aspect humain est plus fort quasiment que l'aspect produit. Le produit, c'est formidable, mais on peut l'acheter sur Internet. Quand on se déplace dans une boutique et qu'on a affaire à un être humain qui nous sert, qui nous écoute, qui s'occupe de nous, ben on veut garder ce lien et retrouver cette humanité parce qu'on a souffert avec le Covid, avec le confinement, etc. Donc, quand les gens font l'effort de venir vous voir, mais s'il vous plaît, même moi en tant que cliente, reconnaissez-moi, prenez soin de moi et ça change tout. Alors, j'avais pas prévu, merci beaucoup, Méline, j'avais pas prévu de parler de ça. Oui. Je te fais un partage, je vous fais un partage d'une anecdote très forte, qui n'est pas dans le monde du retail pour le coup, mais qui peut donner une vision, une projection du clienteling. Je suis Mhm. intervenu lundi, mardi, mercredi auprès d'une entreprise justement sur les sujets du clienteling et j'ai vécu une expérience clienteling le lundi matin, le mardi matin et le mercredi matin. Parce que j'ai simplement été prendre un café, j'étais largement en avance et j'ai été prendre un café et moi je prends des ristretto, les petits cafés serrés. Donc le lundi matin, j'arrive, je dis un ristretto, je dis sans sucre. Le mardi matin, je dis un ristretto sans sucre. Le mercredi matin, j'ai rien dit. J'avais mon ristretto sans sucre qui était quasiment prêt quand je suis arrivé. Et je trouve ça génial parce que c'est exactement, je pouvais pas répondre mieux aussi de mon côté si je devais apporter une complémentarité à ça. C'est, en fait, la personne savait exactement ce que je voulais. Alors, elle aurait Exactement. pu se tromper et ce matin-là, j'aurais eu envie d'un chocolat chaud. Mais c'est l'attention, c'est la marque qui a compté, en fait. C'est que je me suis dit, bah, elle se rappelle de moi et Dieu sait que dans un café, il en passe. On était dans un quartier très fréquenté de Paris. On sait qu'il y a du monde qui passe. Donc, si elle se rappelle d'un visage, d'un prénom, de quelque chose, d'un café, bah, ça a été mis en place. Ça fait la Ouais. différence. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Alors, tu parles, ma prochaine question est sur ça justement, une différence entre deux services, entre un service au sein d'une entreprise et un état d'esprit.
C'est quoi la différence entre service client et clienteling? Bah, le service client, il va régler une problématique. Donc, voilà, on règle et c'est quelque chose qui arrive après une vente, etc. Le clienteling, c'est être proactif. C'est tout de suite garder le lien sans qu'il y ait de, voilà, sans qu'il y ait de SAV, sans qu'il y ait que le client demande. C'est un service qui est différent et qui vient en amont. Ok, donc concrètement, le service client, je ne te partage pas encore mon avis, hein. Je ne vous partage pas encore mon avis, mais pour toi, le service client, c'est uniquement de la gestion de problématiques quand le clienteling peut gérer les deux, le positif et le négatif. Voilà, le clienteling, c'est automatique, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. C'est comme de la courtoisie ou de la politesse. On décide de mettre voilà, une, euh, l'excellence retail au profit de la marque en faisant un cérémonial de vente finalement. Un cérémonial au-delà et une fois que le client a quitté la boutique. Le service client, c'est pour moi, voilà, c'est quelque chose où on gère voilà, des problématiques. Oui, c'est souvent d'ailleurs les services clients, l'ancien nom, c'est le service après-vente dans beaucoup Oui, c'est ça. Mm, mm. d'entreprises. Je te rejoins. Et en quoi, comment on pourrait transformer demain, tu sais, je te parlais au début il y a le service client dans les entreprises et il y a un état d'esprit. Comment Oui. demain on pourrait amener cet état d'esprit clientéling au sein des entreprises et ne plus être un service après-vente? Alors, je te tends pas la perche, je ne sais pas si tu le sais, ça existe déjà. Il y a un nom particulier qui est arrivé d'Angleterre sur le sol français. C'est un poste, c'est-à-dire qu'on n'est plus business développeur. Il y a un Ouais. nouveau poste qui est arrivé qui gère justement toute cette relation clientéling. Est-ce que Tu peux ça te répéter. parle? Tu peux En fait, on a aujourd'hui au sein répéter. des équipes commerciales des business développeurs, Et des account la exécutifs, vente. une Ouais. population qui s'occupe de la vente. Oui, Après la vente, on a généralement les personnes du service client au sein des oui. entreprises. Mhm. Alors, bougez pas, il y a une nouvelle personne qui nous rejoint. Hop, je l'accepte. On a donc les business développeurs, les commerciaux. Et après cette étape-là, une fois que la vente est réalisée, on avait le service après-vente avec les commerciaux après-vente, tout simplement. Oui, Aujourd'hui, il y a un nouveau mot qui est arrivé par le biais de l'anglicisme, que je ne te oui. donnerai pas tout de suite, mais qui justement est en train de mettre en place cette force du côté clienteling versus ce côté, euh, quand tu allais, tu te déplaçais chez des marques en bricolage, par exemple, et tu te déplaçais pour aller te plaindre d'un produit. Est-ce que tu connais ce nom? Non. C'est le Customer Success Manager. Ah oui. C'est la personne qui t'accompagne justement Mhm. dans toute cette branche de clientéling et qui Ok. en fait justement est là pour résoudre. Mais ce mot-là, en fait, il est très commerce. C'est pour ça que pour le coup, je l'ai vu arriver en France. Mais c'est exactement ce que tu définis par le biais du clientéling. Mm. D'accord? C'est cette personne qui va avoir la capacité que tu sois satisfaite ou non de tout de suite prendre contact avec toi. Absolument. Un outil qui est très utilisé dans le monde de la vente, ce sera ma prochaine question. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai la caméra ici, j'ai un deuxième écran ici, j'ai toutes mes questions qui sont là pour toi, Méling, en tout cas. Oui. C'est quoi, est-ce que c'est la même chose pour toi, le CRM, qui en français est le GRC, l'outil de gestion de relations clients, qui en Mm. anglais est le Customer Relationship Manager. Est-ce que pour toi, le CRM et le clienteling, c'est la même chose? Alors non, ce sont deux briques complémentaires. On peut avoir du clienteling sans forcément avoir un CRM, mais dans le CRM va figurer des informations qui sont, je dirais, un petit peu standards. Donc on va avoir les informations email, adresse et également comment le client a été contacté par newsletter, etc. Donc on a une vision un petit peu pas de proximité avec le client. On a une vision un petit peu globale. Mais une retail manager qui rentre dans une marque, elle va pas pouvoir comprendre un client en lisant le CRM. Elle va savoir que voilà, il habite à tel endroit, il a telle email adresse et on lui envoie des newsletters, mais il va pas savoir quels sont ses goûts, quels sont ses choix, pour quelle occasion elle achète, si c'est une touriste. Voilà, toutes ces informations-là vont figurer dans l'outil de clienteling et dans le métier de clienteling. Donc, voilà, soit dans un carnet de notes, etc. Ces informations détaillées qui permettent à la marque de servir le client. Donc voilà, donc c'est vraiment deux choses différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Est-ce que tu sais combien d'entreprises en France se sont plaintes, d'accord, sont plaintes du fait que les commerciaux, il y a 10, 15 ans, hein, ne Oui, faisaient pas tous du clienteling sans savoir que ça s'appelait clienteling, non, je ne sais la pas. majorité. Parce qu'en Ah, fait, à la base, on demandait à un commercial de remplir un CRM
d'accord, oui. de noter les informations. Et tu Mhm. avais certains commerciaux, ce que j'appelle le Graal des commerciaux, le Graal des vendeurs, qui avaient la capacité de t'écrire, il est né le 18 octobre, il aime le chocolat, il adore particulièrement les montres, les bijoux, les parfums de couleur rubis, couleur rouge. Et en fait, toutes ces informations qu'on mettait sont géniales. Pourquoi? Parce que le jour où le commercial part, parce qu'il peut être amené à évoluer, le vendeur, c'est présent, ça reste présent et c'est pour l'entreprise, parce que ce travail, il est à la base pour l'entreprise. Ben, en fait, Absolument. c'était très dur il y a quelques années et on se rend compte que ça commence à entrer dans les mœurs. Et alors, avec le clienteling, j'en parle même pas. Mais Bien ce sûr. côté où on peut garder cette trace, cette Oui. traçabilité des choix, de ce qu'aime le client. Avec le café, hein, j'en reparlerai encore s'il le faut, mais le ristretto, son cerveau avait imprimé cette notion-là et elle aurait pu le mettre dans sa machine à caisse, mais en tout cas, c'était resté. Donc, pour toi, c'est pas la même chose le CRM et le clienteling. C'est un ad qui permet d'être C'est 100% opérationnel complémentaire. demain. OK. Oui, oui. OK. Est-ce qu'on pourrait vivre d'une solution uniquement clienteling ou il faut absolument que ce soit avec un CRM? Ah non, le clienteling peut être utilisé seul. Et il peut servir de CRM, puisque qui peut le plus peut le moins. Dans le clienteling, on a ces informations-là qui sont email, adresse, etc. Mais on va OK. avoir une connaissance beaucoup plus approfondie du client. OK. Un vendeur, quoi qu'il arrive, bah, Oui, s'il remplit de l'information, comme on vient d'en parler sur l'outil oui, clienteling, ça lui prend oui, du temps. Et toutes les entreprises, le temps, c'est de l'argent. oui. D'accord? Pendant qu'il est Mhm. en train d'écrire des informations, il n'est pas avec le nouveau client qui vient d'entrer dans la boutique, l'agence qu'on veut. OK? Mhm. Oui. Quel est le bon temps à consacrer entre le moment où tu sais l'information et le moment où cette information te permet de faire ce qu'on appelle la relance, de faire donc, du clienteling sur mesure? C'est quoi le bon temps à consacrer journalier pour arriver à un résultat positif? Si un vendeur fait 30 minutes de clienteling par jour, il aura des résultats extraordinaires. Donc, cette demi-heure-là, c'est à lui de choisir le bon moment. Évidemment, lorsqu'un client rentre en magasin, on pose le téléphone, on s'occupe de lui, on le sert. Mais oui, et sur la connaissance client, moi j'ai des clients qui, au moment de faire un paquet cadeau ou d'encaisser, tendent l'outil clienteling pour que le client puisse lui-même remplir ses informations pendant qu'il est en train d'encaisser ou pendant qu'il est en train de faire un paquet cadeau. D'accord. Est-ce que Mm. pour toi, il y a un moment, en fait, on va imaginer le profil d'un vendeur qui le fait, mais juste pour le faire. On sait très bien que c'est pas bien de travailler ainsi, mais qui le Oui, fait juste pour le faire. C'est oui. quoi ce timing qui le fait juste pour le faire? On parle de quoi? De s'en occuper 5-10 minutes juste pour s'en occuper? Bah, celui qui déjà, à chaque interaction avec son client, ajoute des informations qui sont pertinentes pour la marque et crée des prospects, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de clients qui rentrent sur un pop-up store, qui rentrent dans une boutique, ils sont complètement nouveaux, ils n'ont jamais acheté. Eh bien, les marques, elles ne gardent pas de traces de ces clients. Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, on a des gens qui viennent, qui découvrent la marque et on ne peut pas les remercier d'être venus nous rendre visite. Donc déjà, si le vendeur, il fait ça, c'est déjà extraordinaire. Après, l'action du clienteling de le recontacter, s'il le fait, c'est encore mieux. Mais juste qu'ils prennent le temps de dire, bon, qui s'est intéressé à la marque? Et voilà, et je viens enrichir la connaissance client pour la marque pour laquelle je travaille. Donc Donc, il ça, faut un minimum de temps. Il faut un minimum de temps. Comme tu disais, tu parlais d'une demi-heure, c'est ça, par jour? oui. Sur Bah, une pour moi, journée? ce qui est idéal et formidable, c'est de consacrer une petite demi-heure par jour à se dire, bon, bah, j'écris à 5, 6 clients quand j'ai un moment d'attente, parce qu'il y a beaucoup de moments d'attente dans le retail. Je parle OK. surtout des marques de luxe, notamment. OK. Donc, un client entre, il te partage ses goûts. Toi, tu vas, après l'avoir encaissé, avoir fait la transaction avec lui, l'avoir accompagné et compagnie, Oui, tu prends le temps d'écrire tout de suite. Alors, est-ce absolument. qu'on se dépêche de vite aller sur l'outil clienteling, de noter, ou on se consacre à tous les autres clients et on prend la même demi-heure tous les jours avant la pause déjeuner pour écrire ça, ou en fin de journée, un quart d'heure, un quart d'heure? Comment tu recommandes? Tu recommandes après chaque action ou une fois dans la journée? Bah, moi, j'aurais tendance à le faire après chaque action parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Et quand on me dit, bon, bah, l'anniversaire de mon mari, c'est le 12 novembre, Ah oui. si je ne marque pas, je risque de l'oublier si je vois passer deux, trois clients. Mais bon, après, on gère d'abord en priorité le client. Donc, euh, on essaye de le faire au fur et à mesure. C'est mieux, c'est plus facile. Moi, j'ai connu des vendeurs parce que des vendeurs ont des mémoires exceptionnelles sur leur VIP en général. Et quand je leur demande de parler de leurs meilleurs clients, ils ont en mémoire
des informations que la marque ne connaît pas. Elle va me dire, bon, voilà, j'ai un client, par exemple, qui travaille dans le luxe, une marque de luxe d'enfants. Elle connaît le prénom des enfants, l'âge des enfants, à quelle école ils vont. Mais la marque, elle ne le sait pas. Mais la vendeuse, elle le connaît, ça, du bout des doigts, parce que sa cliente, elle lui achète pour 20, 30 000 euros de vêtements par an pour ses 3 enfants. Et qu'il y a la grand-mère qui vient et qu'elle les connaisse tous. Ça vous habite. Donc, tout ça, si le vendeur prend le temps de l'informer, c'est extraordinaire parce que cette vendeuse peut être en pause déjeuner et partir, être en jour de congé. Sa collègue vient, elle rentre et elle connaît sa cliente. Donc, voilà. Ok. Donc, ouais, après, c'est les vendeurs qui décident un petit peu comment ils aiment le faire. Mais moi, je recommande, oui, de le faire immédiatement. Ok. Alors, je te pose cette question parce qu'en tant qu'ancien vendeur, en tant qu'ancien commercial, j'avais tendance à des fois à le laisser en fin de journée et je me rendais compte que j'oubliais beaucoup d'informations au final. Donc, je te Mhm. rejoins, mais je voulais ton avis. Une chose, euh, quand vous, alors, on va essayer de pas rentrer dans la solution en elle-même, mais euh, par défaut, les vendeurs en boutique, lorsque tu as pu échanger avec eux, Oui, quand tu leur partages, par exemple, ce 30 minutes ou l'équivalent de devoir insérer un petit peu d'informations à chaque fois vis-à-vis de chaque client, est-ce mhm. qu'ils ont l'image que c'est une tâche énorme ou ils ont l'image que c'est une tâche qui leur apporte beaucoup? Alors, ça arrive d'avoir une réticence au début parce qu'ils ont l'impression qu'on leur demande de travailler plus de travail. Donc, ils ont parfois une petite réticence. Néanmoins, si le travail est facile, si là, on parle d'outils, il est ludique, ils vont le faire. Mais sinon, naturellement, ils le font sur un carnet de notes. C'est quelque chose qu'ils font naturellement. Tous les vendeurs, quand une cliente dit, est-ce que vous pouvez m'appeler quand la nouvelle paire de boucles d'oreilles arrive, ils le notent. Mais bon, l'organisation, elle est un petit peu, je dirais, artisanale. Mais ils le font, les vendeurs, aujourd'hui. Ils le D'accord. font. Donc, en fait, ils le font déjà. Oui. La façon dont ils le font, ça, c'est un autre sujet. Mais concrètement, quoi qu'ils arrivent, ils le fassent. C'est juste le faire sur Oui. une solution qui leur permet de leur rappeler, d'avoir Oui. en fait cet esprit clientéling digital, c'est un plus. Mais si j'entends tout ce que tu dis et par rapport à la logique d'un clientéling, on est d'accord que le clientéling, c'est censé faire croître les ventes. Mais la Oui. réalité sur le terrain, ça fait vraiment croître les ventes à 100%. Tout le monde y arrive. Ah oui, 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 absolument. On a des résultats, enfin, les marques avec lesquelles je travaille qui ont décidé de vraiment se pencher sur qui est leur client et s'intéresser à eux et qui ont donc fait du clienteling, ils ont eu des résultats à court terme qui étaient au-dessus de leurs espérances. Et tous, j'en ai pas un qui m'a dit, ah non, ça marche pas. Donc tout le pâtier moyen est augmenté. On parle de entre 20% et 50%. Donc on double les paniers moyens. Wow. Et en termes de chiffre d'affaires, on est au minimum à 15% de chiffre additionnel jusqu'à 50, 60. Alors, il y a des vendeurs qui font des chiffres extraordinaires, Il y qui a génèrent toujours. après 70% de leurs ventes. Ah oui, il y a des ambassadeurs qui adoptent tout de suite le travail qui leur est, euh, ouais, la responsabilité qui leur est donnée, la confiance qui leur est donnée de dire, bon, soyez proactifs. Et puis, il y a des gens qui sont un peu plus timides, je dirais, sur l'outil, mais qui ont quand même des résultats extraordinaires. En faisant moins, mais ils ont quand même des très, très bons résultats en termes de ratio, de transformation. C'est exceptionnel. Euh, Imagine qu'on est là parmi les invités, ou même on va ajouter Monsieur X ou Madame Y, une personne qui, elle, soit pas du tout d'accord et elle a tenté un jour l'expérience clienteling, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'elle va penser de ce que tu dis? Parce que tout ce qu'on dit est très positif vis-à-vis du clienteling et je te rejoins parce que pour moi, le clienteling est une option pour aller chercher du résultat. Mais imagine qu'on est quelqu'un pour qui ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense qu'il faudrait savoir quelles ont été les difficultés qu'il a rencontrées. Pour quelles raisons l'outil, par si c'est un outil digital, pourquoi il n'a pas été adopté? Est-ce qu'on lui a bien donné des messages, par exemple, préécrits, pour qu'il évite? Voilà, il y a des gens aussi, il y a des vendeurs qui sont étrangers, par exemple, et qui sont pas à l'aise d'écrire par texto parce qu'ils ont peur d'avoir des fautes, etc. C'est pour ça que c'est important de les encadrer et de bien comprendre
pourquoi il n'y a pas d'adoption, pourquoi ça ne leur a pas plu. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais avec les équipes avec lesquelles je travaille. Il y a des raisons qui sont certainement valables. Donc, si une personne est mécontente des résultats du clienteling, Mhm. une des raisons, ça peut être la préparation. Oui, Est-ce qu'il ça peut peut y être. avoir une autre raison? Est-ce qu'il peut y Bah, avoir une autre raison? Et alors, il faut donner du sens à la mission. Et l'autonomie qu'on donne à son vendeur, et la responsabilité qu'on donne à son vendeur, il faut bien l'expliquer au vendeur. Voilà, on est là pas pour vous surveiller, etc., et pas pour vous pousser, mais on est là pour voilà, valoriser votre métier également, parce que c'est une vraie valorisation de métier de leur permettre de pouvoir être proactif et s'occuper voilà, de ce portefeuille client. alors là, tu parles à un convaincu en termes de sens. Oui. Aujourd'hui, ça n'a jamais autant été mis en avant, cette phrase, que de donner du sens aux missions. Mm, Le sens pour toi, il est, ça se trouve, tu peux me répondre les deux, mais il est dans le chiffre d'affaires que ça rapporte à l'entreprise et peut-être la rémunération que ça rapporte au vendeur. Il est dans le côté d'être serviteur, le côté de rendre service aussi au client parce qu'on lui prouve à quel point on fait attention à lui. Parce que tu as des gens qui oui. sont beaucoup plus attentionnés que d'autres, donc forcément, ça leur correspondra. Est-ce que pour toi, il y en a un qui domine l'autre par rapport à l'état d'esprit des vendeurs? Bah, les vendeurs, ils n'ont pas forcément tous des commissions, mais ils ont des objectifs. Et le problème, c'est que c'est très difficile en tant que vendeur, et moi je parle avec beaucoup de vendeurs, c'est qu'ils me disent, moi j'ai un objectif, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Donc à partir du moment où on donne le sens de la mission du clienteling en disant, voilà, on a une solution pour vous, pour que vous puissiez faire revenir le trafic en boutique, faire des ventes à distance, parler à votre client, parce que vous arriverez à atteindre vos objectifs là le client, le vendeur, il comprend et c'est une évidence pour lui de voilà que c'est une solution pour lui, pour son travail. D'accord. Donc, par rapport à ma dernière question, le client qui aurait été monsieur Y ou monsieur X ou madame Y qui aurait été avec nous aujourd'hui, qui aurait Mhm. partagé le fait qu'il a vécu une expérience sur des lignes qui n'était pas positive, Mhm. on aurait déjà pu lui donner des axes de travail d'après ce que tu dis. Et en fait, ce que je vais retenir, c'est surtout la quête de sens. Mhm. C'est que vu que ça donne du sens aux clients, il faut en Oui, donner aux équipes. Et exactement. ça peut être un gros frein. C'est marrant parce que tu vois, moi, en tant que formateur commercial, vu que nous, les commerciaux que j'accompagne ont souvent une rémunération liée à leurs résultats, c'est pas Ça, difficile de les convaincre en termes de sens, hein. Ils sont à la absolument. rémunération. Oui, Mais oui, quand il n'y oui. a pas de rémunération à côté, ok, ce serait Mais le sens, la clé, quoi qu'il arrive. Ok, absolument. Et quand tu vois les régions américaines ou d'Asie Pacifique où les vendeurs sont beaucoup, une grosse partie de leur rémunération est basée sur leurs performances, on voit que le clienteling, là, est beaucoup plus actif puisqu'ils sont récompensés voilà, au travail. Donc, l'Asie a un sens du service qui est très développé, les États-Unis aussi. Donc, ils ont pigé que, voilà, il fallait que c'était un tout, quoi. C'est l'envie de faire plaisir et de bien faire son travail et aussi la possibilité d'être reconnu dans ce qu'on fait financièrement. allez, tu parlais de qualité de service, d'envie de rendre service. Ça me Mm, fait mm. penser à cette image que j'ai vue récemment où tu vois, tu sais, les valises qui arrivent sur le Oui. tapis à l'aéroport et tu vois donc arriver au Japon. Alors j'ai demandé à ma sœur qui a été au Japon, elle me dit non, moi j'ai pas vu ça, mais où tu vois une dame qui nettoie les valises quand elles arrivent. Je pense qu'en Ah, termes d'expérience oui. client, en termes de, enfin, tout le monde n'aime pas forcément qu'on touche à sa valise, mais ça m'a fait penser à ça quand tu dis ça en termes de qualité de service en Asie. Je suis d'accord avec toi que on Oui. a encore de belles progressions en France, mais on n'est pas à plaindre en termes de résultats parce qu'on commence à aller vers ce sens-là. Mais je suis Mm, d'accord mm. avec toi qu'en termes de continent ou de population, ça peut avoir un impact beaucoup plus fort. Bien sûr. Alors, si tu devais donner une bonne pratique, mets-toi à la place d'un vendeur, une bonne pratique en termes de posture au quotidien. Bah, c'est commencer sa journée en se disant, voilà, combien j'ai d'anniversaires, combien j'ai de rappels et combien, et me donner des objectifs en disant combien de clients j'aimerais contacter, tout simplement. Et faire ça, voilà, un petit peu tous les jours, un peu comme on ferait du sport régulièrement, c'est d'en faire régulièrement un petit peu. Et la différence est significative. D'accord, Ça c'est de fait créer une habitude. Oui, absolument. Créer une D'accord, que ça habitude. devienne une habitude. Ok. Donc, les Partager personnes aussi qui... entre les équipes les expériences clientéling qui ont été positives, celles qui ont été négatives,
comment on peut s'aider également. Qu'est-ce qui a fait plaisir aux clients? Est-ce que ça a été une invitation à, voilà, à venir partager une coupe de champagne? Voilà, qu'on partage également nos succès avec les équipes sur les activités clientéling. C'est très important. Et comme tu l'as dit, les échecs aussi, parce que c'est en parlant que Oui, déjà ça devient une réussite. absolument. OK? Bah, écoute, moi, ma liste de questions, en tout cas, et j'en ai même improvisé pendant qu'on échangeait. Je te remercie beaucoup, Méline. Cécile, Margot, Bruno, Lébon et Jonathan, je vous invite sur le chat à poser des questions si vous avez des points en particulier vis-à-vis du clienteling ou de ce qu'on a pu dire. Si vous souhaitez nous partager quelque chose, nous poser une question, maintenant, bah, Méline, c'est ta période interrogatoire avec le chat. Ouais. Bonjour Bruno. Bruno, je le connais. Yes. Oui, il a réussi à nous rejoindre. Mm. Si vous n'avez pas de questions, je vous invite à même nous écrire pas de questions. Vraiment, c'est comme ça, au moins sur le coup, on sait où on en est. Merci Jonathan, ça marche. Et alors Jonathan, si pas de questions, est-ce que cet échange vous a permis de vous apporter quelque chose, vous a permis d'avoir ne serait-ce même que l'avis de mailing ou d'avoir une vision complémentaire? Même chose les bonheurs. Ah, on a des questions. Alors première question, Cécile. Quels tips avez-vous pour les équipes? Ah bah génial. Quels tips avez-vous pour les équipes totalement réfractaires? Ah, Alors c'est une question, Cécile. Est-ce que la question est posée à Mailing ou est-ce qu'elle est posée à Mailing et Walter? Parce qu'il y a le vous. Alors je ne sais pas si c'est la notion du vouvoiement ou si c'est la notion de deux personnes. Pas de question particulière, mais le produit est top. Merci Bruno. Oui, c'est très intéressant. Merci à vous. Merci Jonathan. Et il y a une question de Margot qui vient juste après. Juste besoin d'une précision de Cécile. Est-ce que c'est un vouvoiement de Margot aux deux? Ça marche. Mailing, honneur aux femmes. Je ne pourrai jamais répondre avant toi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors oui, c'est une question. Ça m'est arrivé de travailler avec des équipes réfractaires. C'est dit commencer, voilà, doucement, en disant, écoutez, voilà, nous on vous demande de remercier les clients juste après un achat, après une visite. Donc ça, en général, les équipes ne sont pas contre celle-là. C'est vrai que j'ai eu des équipes réfractaires sur le fait de contacter le client parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Et du coup, voilà, commencer doucement en leur disant, voilà, par exemple, un entretien produit. Il y a des manières de faire du clienteling sans qu'on demande à la vendeuse, voilà, de contacter pour aucune raison. Donc, on y va doucement. Tu veux répondre toi aussi? Oui, je vais apporter mon cas et en plus dans un autre cas que le retail, mais qui est général. Pour être coach commercial, vous savez, il m'arrive d'arriver en formation avec des personnes qui peuvent être réfractaires, ne serait-ce qu'à la formation que je vais amener. En fait, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le retail, que ce soit n'importe où, on a toujours des équipes qui peuvent être réfractaires. Ça, c'est logique. Comment les amener à changer d'avis? En fait, c'est leur permis d'ouvrir autrement. C'est ce qu'on appelle un recadrage dans le coaching. C'est comme si vous voyez un ciel, pardon, n'importe quoi. J'ai fait un mélange de nuel et ciel. C'était magnifique, nuage et ciel. C'est comme si vous avez un ciel où il n'y a que des nuages noirs et on pense qu'il va y avoir de la foudre, des tonnerres tellement c'est noir. Et en fait, vous arrivez à avoir un petit nuage bleu au milieu. C'est ce qu'on appelle le recadrage, c'est donner la possibilité de voir quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Et je prends un exemple que j'ai vu récemment qui est très parlant. C'est un exemple de croyance. Tout le monde dit aujourd'hui que le prix de l'essence est très très cher et qu'il évolue et qu'il devient très très cher. Mais en fait, en termes de ratio entre ce qu'on gagnait au SMIC horaire brut il y a 50 ans et le prix du litre, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus rentable de mettre de l'argent dans de l'essence. C'est-à-dire qu'avant, avec une heure de travail, on pouvait se payer 3 litres d'essence. Aujourd'hui, on peut s'en payer 6. Et quand j'explique ça aux gens, des fois en formation en coaching, qui leur permet de changer leurs croyances, ça leur permet de voir les choses différemment. Alors, je ne vous dis pas demain d'arriver devant les équipes et de dire, est-ce que vous saviez que le prix de l'essence, c'était... Non, ça ne marcherait pas forcément. Mais c'est de leur permettre de comprendre, en fait, en termes de ressenti client, ce qui va vraiment jouer dans la différence. Et alors, le tip que je pourrais vous donner pour donner du concret, Cécile, je leur dirais, qu'est-ce qui fait? On a deux boutiques, on va faire la même chose, on a deux stations-service, elles ont toutes les deux la même essence, on voit que c'est le même camion-citerne qui vient les remplir les deux. Il y en a une qui est moins chère que l'autre, mais pourtant, pourquoi il y en a qui continuent d'aller à celle qui est plus chère? Parce que dans celle qui est moins chère, c'est la personne qui se sert à la pompe. Dans celle qui est moins chère, pardon, c'est bien celle que vous servez à la pompe. Dans celle qui est plus chère, la personne vient vous mettre l'essence et en plus, elle vous reçoit, elle vous accueille, elle vous parle, elle vous dit comment va vos enfants, vous allez bien depuis lundi dernier. En fait, il y a tout cet échange. Et en fait,
Beaucoup vont dire, bah, je vais là parce que c'est moins cher, mais la qualité a un prix, la non-qualité a un coût. Donc, c'est sur Mm. ça que je jouerai, c'est sur l'aspect de comparaison, ce que j'appelle la concurrence ou le côté confrère. C'est que pourquoi il y a des gens qui continuent d'aller dans les restos qui Bien coûtent sûr. extrêmement cher aux yeux de certains et qui, aux yeux d'autres, sont juste, j'adore quand je vais là-bas, je passe un moment extraordinaire. Et c'est mon cas, par exemple, mon restaurant préféré est à Lisbonne, au Portugal. C'est une brasserie, hein, ça crie de partout. Mais par contre, vous vivez un moment là-bas que vous n'oublierez plus jamais que vous êtes passé ici. Donc moi, j'essaierai de leur transmettre de l'émotion sur des choses qu'ils ont pu déjà vivre et leur dire, ben voilà ce que votre client ressent. Est-ce que j'ai répondu, en tout cas, est-ce que nous avons répondu, Mélingue et moi, Cécile, à des tips, à du concret, à du réel? Alors, je vois bien. Margot a une Super. question également, avant de finir. Margot demande à quelle fréquence on doit contacter nos clients. Donc, on doit commencer à systématiser le merci pour votre visite, merci pour votre achat, est-ce que le cadeau a plu? Après, on voit également, et c'est l'aspect psychologique du vendeur, est-ce que la cliente, elle répond? Et il y a souvent des clientes qui sont en demande. Et à ce moment-là, quand on voit qu'elles sont en demande, naturellement, le vendeur et son client tout de suite créent des liens et s'écrivent. Et puis, il y a des clients qui sont plus silencieux. À ce moment-là, bon, bah voilà, on les rappelle durant les dates anniversaires, on les invite à un événement, quand on a une promotion. Voilà, c'est vraiment systématiser tout ce qui est le savoir-vivre, remercier, remercier. Et ça, c'est quelque chose que toutes les marques devraient commencer à faire automatiquement parce que ça plaît aux clients, ça leur fait plaisir. Eh bien, Margot, à croire que vous êtes dans mes projets de future formation, c'est exactement une chose que je décèle très importante. Ce que je dis aux équipes ou ce que je conseille aux équipes que je peux accompagner, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de plus que fait déjà votre concurrent? Et je vais vous dire une chose. Alors, hop, il y a une personne qui vient juste d'arriver dans la salle d'attente. Donc, je le fais rentrer. La chose que je dis souvent, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt, donc, Margot, à faire de plus que l'autre? Il y a deux choses. Il y a la prospection que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire et il y a la relance commerciale où beaucoup de personnes abandonnent avant même que la partie ait vraiment été jouée. Donc, le conseil que je donnerais, c'est en termes de fréquence de contacter les clients, c'est le même que dans la prospection, c'est le même que dans la relance commerciale. C'est qu'il faut le faire régulièrement. Il faut juste pas calculer de bah là, je vais le faire 3 semaines, là, je vais le faire 5, là, je le rappellerai que quand ce sera son anniversaire. Je pense qu'il y a une journée, une demi-journée, 2 heures, toutes les semaines qui doivent être consacrées à de la relance, à montrer qu'on existe. Parce que ce qui va jouer la différence, vous l'avez peut-être tous rencontré dans le marché de l'immobilier. Et pourquoi, si ça marche bien dans un monde qui parfois est très mal décrit? Parce qu'en fait, c'est simplement le fait de prendre soin de son client, c'est de lui montrer qu'on est là. Si vous avez un agent immobilier qui vous vend votre appart et qui, un an après votre appartement, vous appelle et vous dit oui, bonjour Marco. Ben voilà, je voulais savoir comment ça va. Ça fait un an qu'on est passé chez le notaire. J'espère que la bouteille de champagne, elle était bonne. J'espère, voilà, comment ça va. C'est ce côté, en fait, de créer une régularité et en plus de le caler à des dates, à des moments clés dans la relation avec votre client. Donc, par exemple, une personne vient vous acheter quelque chose toutes les semaines. Une semaine après, l'appeler et lui dire, alors, comment c'était? Absolument. Donc, je pense que c'est une question de régularité. C'est la clé parce que beaucoup s'arrêtent à un moment où le client commençait à adhérer à vous. Et si vous le lâchez, c'est fini. Je vous donne un dernier exemple, Margot, qui puisse profiter à tous. L'un des meilleurs vendeurs automobiles au monde n'avait qu'une seule chose à faire. C'était de relancer ses clients régulièrement pour rien leur vendre, hein. Juste leur dire salut. Alors, il ne s'appelait pas Walter, mais salut, c'est Walter. Comment ça va? Ça va bien. Le Mm. fils s'appelait, on va dire, la sœur s'appelait Méling. On n'est pas frères et sœurs, hein. Mais la sœur s'appelait Méling. Comment va ta sœur Méling? Tu m'avais dit qu'elle voulait changer de voiture. J'espère qu'elle a trouvé ce qu'il fallait. Oui, elle a trouvé super. Mais écoute, si elle a besoin de quoi que ce soit en termes de conseils, elle peut m'appeler. Il y a toute une question de relation qu'il faut vraiment que pour les équipes, ce soit important aussi. L'objectif, c'est pas forcément de vendre. L'objectif, c'est de montrer qu'on existe. Et rien que Absolument. ce mindset change Mm. énormément en termes de réussite de votre vision clientèle. Et le client, il le voit arriver, le commercial, hein. Celui qui l'appelle pour dire alors, vous avez pensé à ma promotion? Ça, faut pas le faire. Il faut appeler dans un cadre totalement détaché de la vente. Le client, si vous ne lui vendez pas, c'est lui qui viendra acheter. Mm. Mm. Est-ce qu'on a répondu, Marco, à votre question? Il y a un super merci beaucoup. Je crois que c'était par rapport à ta réponse, ma chère Méline. Super.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, on a G qui nous a rejoint malheureusement à la fin du webinaire. Alors, normalement, il sera remis, je crois bien que je vais vous envoyer le lien à la Après. société dans laquelle travaille Mailing. Je vais leur envoyer pour qu'ils puissent le mettre sur leur chaîne. En tout cas, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir un nouveau webinaire sur une nouvelle thématique. Et là, ce Oui. sera sur les stratégies du client, d'accord, sur la partie stratégie du client. Donc, Mailing, tu seras mon invité une fois encore. C'est comment faire adopter, adhérer. Donc, ça répond en plus un peu à vos questions, Margot et Cécile. Comment faire adopter et adorer la solution ou la vision du clienteling Mhm. auprès de vos équipes. Voilà Absolument. pour la prochaine thématique. Est-ce que cette thématique vous intéresse déjà aussi sur le passage? Avec plaisir, Cécile. Merci beaucoup pour le bonne fin de journée et votre feedback. Ah bah génial, yes. Avec plaisir, les bonnes. Merci Bruno. Merci d'être resté, d'avoir pu vous avoir jusqu'au bout. C'est vraiment génial. Est-ce que ce créneau horaire, même chose, est-ce que ce créneau horaire correspondait aussi à votre disponibilité? Est-ce qu'en termes de créneau horaire, on reste sur les mêmes idées pour vous? Super, ok. Ok, ça marche. Bon, ben, Merci. on a À plutôt des tous. feedbacks très positifs. Mailing, merci beaucoup pour tes réponses. Merci d'être resté vraiment dans cette notion de je parle à Mailing et je ne veux pas parler à la représentante de développement commercial Europe d'une société. Donc, merci d'être resté vraiment dans cet axe-là, d'avoir partagé ta vision, ton émotion. Et tu sais quoi? Je te laisse le mot de la fin. C'est pour toi. À bientôt. Bon week-end à tous et j'espère vous revoir bientôt. Bye.